Merci à tous d'être présents. L'objectif de cette présentation qu'on a fait avec Sylvain, c'est de vous donner un peu quelques tips, on va dire, dans le cadre du financement, du développement d'un multi-plurifranchisé, en fonction de son stade, de savoir où c'est qu'il en est, est-ce qu'il en est au démarrage, est-ce que il est déjà bien développé, et voir comment il peut accentuer, aller plus vite sur son développement, tout en passant par le financement, qui est un élément indispensable du développement, et de vous donner un peu les astuces et les pièges de comment présenter le dossier comme il faut auprès des partenaires financiers. Juste, on se donne quelques règles, on coupe les micros. À la limite, s'il y a des questions, parce qu'on forcément, on ne va pas pouvoir peut-être couvrir tous les cas spécifiques qui vous concerneraient. N'hésitez pas à poser des questions. En bas à droite, il y a un onglet qui s'appelle Discuter avec tous les participants. Et comme ça, on peut reprendre les questions en fin de webinaire et on peut traiter des sujets qui sont peut-être plus spécifiques. Ou alors, on les traitera après le webinaire. Mais si vous voulez qu'on passe quelques minutes dessus, on peut aussi le faire. Mais ce sera peut-être plus simple que de faire les trucs à la volée pendant qu'on déroule les slides. Et effectivement, en fait, on va essayer d'illustrer les slides en reprenant quelques exemples vécus de financement de multipluries qu'on a eu au cours des derniers mois ou des dernières années, qui sont plus ou moins bien passés, ou en tout cas qui étaient plus ou moins bien préparés. Et donc, si ça peut donner quelques éclairages aux personnes qui sont présentes, ça sera tant mieux. L'objectif n'est pas d'être purement financier, bancaire et autres, mais c'est vraiment d'illustrer en fait chaque situation qu'on a vécu, que vous pouvez vivre, et de savoir comment répondre à ces besoins de financement. Donc pour vous présenter ça, je serai en compagnie de Sylvain. Donc moi, Jérôme Pourteau, je suis consultant en financement chez Progression. Progression est un cabinet de conseil en création et en développement de réseaux de franchise. Et qui est leader sur son marché. Et donc, moi, je m'appelle Sylvain Moineau, je suis directeur associé d'une structure qui s'appelle Impact Local, qui est financeur pour le coup. Et donc, je passe mes journées à m'insérer et à participer au financement de commerce sous enseigne. J'ai dû financer 350 projets là sur les 5 dernières années, dont la moitié qui sont avec des multifranchisés ou des plurifranchisés. Alors, multifranchisés, ça commence à 2 et en vérité, il n'y a pas de limite, supérieure. Mais donc, ça m'a amené à avoir un certain nombre de cas dans les mois et les années passées. Et avant ces fonctions-là, avec Sylvain, on travaillait tous les deux dans des réseaux bancaires. Donc, ça fait un petit moment qu'on est sur le marché du financement du dirigeant d'entreprise. Exactement. Et juste pour faire d'ailleurs juste une toute petite parenthèse, que le but, c'est pas de parler de Impact Local, mais les multi et plurifranchisés qui viennent me voir, ils le font avec l'idée de dire on va chercher un financier externe qui permette de conforter la banque, de ne pas exposer la banque à des montants qui seraient déraisonnables et qui vont faire qu'à un moment donné, la banque, là où les banques vont dire stop, sans pour autant être au stade où on ouvre le capital et forcément on partage la valeur du groupe. Donc Impact Local est un truc un peu innovant, un peu atypique dans le paysage du financement, mais qui permet d'être à mi-chemin entre les limites du financement bancaire quand elles arrivent et le renforcement en capital pur qui a forcément d'autres enjeux et d'autres implications pour le chef d'entreprise. Okay. Alors, quand on a préparé cette intervention à Sylvain, on s'est dit les plurimulti, c'est quand même assez vaste. Où c'est que ça commence et où c'est que ça s'arrête. Et on n'est pas, tout le monde n'est pas au même stade de développement de son réseau. Donc c'est pour ça qu'on a scindé en fait en deux la présentation avec une première partie qui est où on va parler des primo
multi-plurifranchisés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'installent via une enseigne et qui ont vocation sur un délai assez court de développer cette enseigne sur une zone géographique donnée. Et puis après, il y a les multi-plurifranchisés qui sont déjà en place, généralement qui sont localement connus et reconnus et qui développent une ou plusieurs enseignes sur une zone géographique et qui souhaitent saisir des opportunités de nouveaux business, soit par le biais d'implantation de nouvelles enseignes ou par des opportunités d'emplacement qui se libèrent et qui souhaitent saisir pour y installer une enseigne. Je fais juste une addition. Les primos, je les sépare en deux. En fait, je les sépare en deux parce que j'ai les entrepreneurs qui sollicitent un financement pour un projet avec l'idée ou la planification déjà d'un deuxième ou d'un troisième projet dans un temps donné, mais qui n'est pas simultané. Et après, j'ai le cas des entrepreneurs qui sont des primos, mais qui deviennent multifranchisés de manière simultanée. Parce qu'en fait, on a deux opérations, deux ou plus d'ailleurs, qui peuvent être concomitantes, parce qu'on rachèterait par exemple plusieurs fonds de commerce exactement le même jour, ou dans un délai de quelques jours. Et ces deux configurations qui sont déjà différentes en soi. Et effectivement, comme disait Jérôme, les multipluries, c'est de l'extension de groupes qui sont déjà existants. Ok. Alors, sur les primos multi-franchisés, qu'est-ce que vont regarder les financeurs? En fait, il faut se mettre à la place d'une personne qui va vous prêter des fonds, quel qu'il soit, que ce soit du bancaire, de l'investisseur ou autre. Mais quelles sont les questions qu'il peut se poser sur votre projet? Et d'abord, la première question, c'est sur la personne, c'est sur le porteur de projet, pour savoir quel est son background, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a managé des personnes, est-ce qu'il est carré dans sa tête ou est-ce que c'est plutôt un artiste ou un rêveur. Voilà, c'est de rassurer justement le financeur sur la capacité du porteur de projet à pouvoir mener ce projet-là, que c'est la bonne personne au bon endroit et que derrière, ça rassure le financeur et de lui dire, OK, nous, on a confiance en toi parce que ton expérience, parce que ce que tu as fait sur tes précédentes fonctions te permettent de pouvoir mener à bien ce projet-là. Encore une fois, moi, je fais la différence entre les primo-franchisés qui ont l'ambition d'en ouvrir un deuxième, y compris dans un délai court, et ceux dans lesquels l'opération est déjà projetée et on sait qu'elle va se faire parce qu'il y a déjà des choses qui sont signées ou pas. Les nombreux primo-entrepreneurs qui viennent voir un financier déjà en mettant en avant le fait que c'est des futurs multi, en fait, je suis quand même assez partagé entre c'est bien parce que les gens ont de l'ambition, mais la frontière entre l'ambition et ce qui peut paraître comme une forme de présomption de réussite, voire d'arrogance, elle est pas très loin. Et pour moi, c'est assez piégeux de vouloir se présenter devant un financeur déjà en se présentant comme un futur multi si on n'a déjà pas ouvert le premier projet. Encore une fois, sauf si l'opération est une opération simultanée où il y a plusieurs points de vente. Donc évidemment, là, ça a tout son sens. Mais il y a quand même plusieurs stades de maturité où avant que la personne elle soit réputée crédible pour être un multifranchisé, il faut déjà qu'elle soit crédible pour être successful dans un premier projet. Donc, ne serait-ce que sur la présentation, effectivement, je suis plutôt d'avis que les entrepreneurs, ils se présentent d'abord comme
sous leur meilleur jour pour financer leur premier projet. La situation d'être un multi sera une extension de la réussite qu'ils auront sur leur premier point de vente. Et effectivement, la notion de CV, la notion d'aptitude de l'entrepreneur, nous, on va aller tout de suite aller chercher les expériences passées de management de personnes, de gestion de business unit, tous les parcours de vie dans lesquels on ne retrouve pas clairement ces items-là, ça devient compliqué. C'est vraiment ces éléments-là qu'il faut mettre en avant, parce qu'à vrai dire, le futur multi, c'est un futur chef d'entreprise qui va prendre une certaine forme de hauteur, et donc qui doit déjà être d'une certaine manière construit dans sa tête pour pouvoir s'organiser et gérer un groupe, et donc s'entourer en conséquence. Encore une fois, attention, c'est piégeux aller devant un financier et laisser penser à ce dernier qu'en fait on va pas être opérationnel alors que c'est notre premier point de vente, et que en fait on prend un peu l'opération de haut. Le banquier, il risque de se stresser un peu en disant que c'est quelqu'un qui veut juste être un investisseur sous la forme de quelque chose qui pourrait s'apparenter un peu à une rente. Et les banquiers aiment pas trop ça. Ils veulent d'abord que les gens soient vraiment les mains dans le cambouis avant de pouvoir prendre avoir un peu de hauteur. On y reviendra plus tard, mais il y a un point qui est essentiel, c'est certes de vendre le projet de développement, mais c'est surtout d'assurer l'ouverture et la réussite du premier point de vente. Parce que si le premier ne fonctionne pas, après tout le développement est quand même remis en question. Après avoir vu justement les aptitudes du porteur de projet, l'un des points importants, c'est la surface financière de l'entrepreneur. Aujourd'hui, quels sont ses avoirs? Quel est l'apport qu'il souhaite mettre dans ce projet-là? S'il en fait plusieurs, combien il compte mettre dans chaque structure? Quelle est sa superficie financière après avoir investi cet apport dans ces projets-là? Est-ce qu'il lui reste quelque chose? Quel est son endettement aussi à titre personnel? L'apport, est-ce qu'il est disponible? Est-ce que c'est de l'épargne qui lui appartient, ou est-ce que c'est des donations un peu familiales ou autres? Donc ça, sur la notion d'apport, le banquier ne va pas appréhender de la même façon une donation familiale que la personne qui a épargné pour son projet. C'est une notion qui est aussi importante là-dessus. Entre les apports souhaités ou annoncés et la réalité, il y a souvent un petit écart quand même. Oui. Donc effectivement, comme dit Jérôme, quand il y a une donation, ok, pas de problème, il y a une donation, mais la donation, ça se déclare. C'est pareil, s'il y a un prêt familial, à un moment donné, il y a une reconnaissance de dette, mais les choses, elles se font pas, entre guillemets, c'est pas on se tape dans la main et on se dit un tel me prête telle somme d'argent, surtout quand on arrive au montant où de toute manière, ça doit être déclaré au niveau des impôts. Et quand l'apport il est immobilisé dans des biens immobiliers qui sont en cours de vente, après on connaît tous le marché de l'immobilier en ce moment, donc faut rester raisonnable sur les délais que peut générer la vente d'un bien immobilier, quoi. Après, ce qui va être regardé aussi, c'est l'engagement que vous avez pris, vous, franchisé, avec l'enseigne sur votre développement. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 points de vente? Sous quelle durée? Voilà. C'est un élément qui va permettre aux financeurs d'analyser aussi différemment le dossier, et qui pourra vous accompagner sur un ou sur plusieurs projets. Après, attention, ce qui joue contre le multi-franchisé, c'est quand même le temps
Parce que les banquiers n'ont pas du tout la même notion de temps que peut l'avoir l'entrepreneur. Voilà. Un entrepreneur, ça marche au bout de 6 mois, on veut se développer. Un banquier, pour qu'il confirme que ça marche, c'est 3 ans. Donc, c'est pas du tout la même notion. En fait, le plan de développement, moi, je l'entends au sens contractuel du terme. C'est-à-dire que l'enseigne elle réserve une zone à un entrepreneur en contrepartie d'avantages ou pas d'ailleurs sur les royalties ou autres. Mais par contre, en contrepartie, il y a une obligation de développer un certain nombre de points de vente dans un temps imparti. Ça, attention, c'est piégeux. Parce que, en fait, d'une certaine manière, ça peut prouver, enfin, c'est piégeux du point de vue du banquier. Parce que ça peut montrer la confiance de l'enseigne envers un entrepreneur, ok, c'est très bien. Mais par contre, ça posera toujours la question de non, mais en fait, si on foire les objectifs de lancement du nombre de points de vente qui est mis dans le contrat, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la sanction possible? Encore une fois, on revient au même sujet, c'est est-ce qu'on met en avant directement auprès du banquier qu'on se définit comme un multi ou est-ce qu'on se définit comme un mono-entrepreneur et dans lequel on va chercher les financements, un financement un par un. Il y a des bons et des mauvais côtés et donc en fonction des situations, on ne sera pas toujours amené à présenter les choses de la même manière. Mais moi, un entrepreneur qui me dit qu'il a un plan de dev avec une enseigne, je lui dis bah moi je veux le voir. Et si dans le plan de dev il y a marqué qu'il faut ouvrir 5 points de vente en 3 ans, je vais dire ouais, mais s'il n'y a pas 5 points de vente qui sont ouverts mais seulement 3, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur les 3 qui ont déjà été ouverts et est-ce que c'est un risque pour les financeurs qui vont se lancer dans le début de l'aventure? Après, on va regarder aussi l'environnement du dirigeant, savoir par qui il est conseillé, qui c'est qu'il y a autour de lui, qui l'aide, qui l'accompagne dans ce développement-là. Vous pouvez avoir les conseils classiques, que ce soit un avocat, un expert comptable. Si ce sont des personnes locales, sérieuses, qui ont une bonne renommée, ça peut rassurer le financeur local. Au niveau de l'accompagnement sur tout ce qui est négociation de baux commerciaux. Parce que souvent, quand on démarre, on n'a pas toutes les compétences, on ne coche pas toutes les compétences sur tous les sujets. Donc, former une équipe de conseil autour de soi, c'est très important. Ça coûte un peu d'argent, mais ça en fait économiser beaucoup. Et derrière, ça rassure aussi le financeur qui va dire, voilà, c'est quelqu'un qui est structuré, qui a un vrai projet, qui sait s'entourer et qui derrière nous le démontre en prenant des personnes autour de lui pour l'accompagner dans ce développement-là. Donc ça part des experts comptables, courtiers en financement, avocats, agents immobiliers, maîtres d'œuvre, architectes, tout ce qui peut limiter en fait les différents risques à chaque niveau sur un dossier. Négociation de bail, c'est très important parce que souvent, en fait, les entrepreneurs, ils sont conseillés par un avocat, peut-être pour identifier les sujets de friction sur un bail, mais les sujets juridiques. Mais c'est pas forcément des sujets de négociation. Et c'est 2 sujets qui sont pour moi assez différents. Et l'avocat, il va pas se substituer. Il n'a pas un rôle de négociateur, il a un rôle de juriste. C'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, toute la partie architecte, maître d'œuvre, toute la partie qui concerne les travaux, c'est important de ne pas subir le projet et de juste laisser l'enseigne gérer le truc. Moi, je suis quand même assez attentif. Alors, c'est pas un sujet qui est propre au multi, hein, c'est un sujet qui est propre à tous les entrepreneurs, que les entrepreneurs ne soient pas dans le confort de dire oui, c'est l'enseigne qui gère, donc tout va se gérer au budget prévu et dans les délais impartis. C'est en général quand on pense ça qu'on a tous les dérapages en fin de chantier, quoi. Donc, les choix à faire,
il y a différentes options en fait de sources de financement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on a un projet de développement, à moins qu'il y ait deux ouvertures qui se passent d'une manière simultanée, l'idée, et ce qui passe le mieux auprès des financeurs, c'est de présenter projet par projet au coup par coup. C'est-à-dire dire à une banque, mais moi, je vais en ouvrir 5, il me faut un accord pour les 5, c'est mort. L'idée, c'est de lui présenter le premier et après de lui montrer que le premier commence, marche bien et que derrière, il fonctionne pour pouvoir ouvrir les autres. En fait, la banque, elle a besoin, et on le sait puisqu'on est dans le milieu, elle a besoin qu'on soit directive avec elle. Et donc, on lui demande un montant et sur la base d'un plan de financement précis et d'une date. Et quand on sait qu'on va on va ouvrir 2 ou 3 projets dans les 12 ou 18 mois, en fait, c'est pas précis du tout. Donc, les entrepreneurs qui aujourd'hui en ont fait qu'à leur tête et en fait ont été voir en général leur banquier perso finalement en présentant un peu leur plan de dev, ben, ok, le banquier il est très poli avec eux, il dit ouais ça a l'air super votre projet, mais à part avoir une déclaration d'intention, en fait ça ne fait pas avancer beaucoup la chose. Euh, et effectivement, le conseil était non, mais allez chercher le financement sur le premier. Et ensuite, ça n'empêche pas d'avoir de la transparence et de dire que vous pourrez les retourner les voir dans 6 mois ou dans un an pour un autre projet. Mais si vous allez les voir en disant j'ai 3 projets, lequel vous seriez susceptible de me financer et combien vous seriez susceptible de me prêter, c'est trop vague. Et la banque, elle a besoin qu'on lui dise je veux que vous me prêtiez 500. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si elle n'est pas d'accord, au moins, on sait qu'elle n'est pas d'accord et on peut faire une contre-proposition. Mais demander à un banquier sous forme de questions ouvertes combien vous seriez susceptible de me financer, bon, alors là, c'est la meilleure manière de rien obtenir du tout. L'entretien se passera toujours bien avec l'interlocuteur local, mais forcément, ça bloquera après au niveau de la décision finale. Sur les apports, l'idée, c'est d'arriver à être égalitaire, au moins par projet, que les apports soient aussi en phase, bien évidemment, avec les exigences de l'enseigne. Même si on sait que sur le premier, il faudra qu'on bétonne un peu plus d'apports parce que voilà, il y a la prime de risque au démarrage. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher aussi des sources de financement autres, notamment sur tout ce qui est les prêts d'honneur, qui permettent de rassurer aussi les partenaires bancaires et vous de compléter votre apport sans toucher réellement à votre épargne. Le premier à financer, il est le plus dur. Donc, en fait, c'est sûr qu'il faudra faire plus qu'un financement égalitaire. Évidemment, ça veut dire que c'est réseau initiative et entreprendre obligatoire. Et alors, du coup, on passe un peu directement au point 5, mais les deux se confondent un peu. Évidemment, ça veut dire que s'il y a un sujet de Pôle emploi, l'entrepreneur, soit il a négocié sa RC auprès de son employeur, soit il a fait son processus de démission-reconversion le plus tôt possible pour que quand il va voir son banquier, il puisse finalement, d'une certaine manière, l'assurer que même s'il n'y avait pas de négociation avec son employeur pour avoir une rupture conventionnelle, au moins il a l'assurance d'avoir son Pôle emploi via la démission-reconversion. Moi, je suis frappé des fois d'avoir des entrepreneurs, au moment du financement des banques, en fait, leur discours, c'est ouais, je suis en train de discuter avec mon employeur, je suis pas sûr qu'il accepte une rupture conventionnelle. Et quand on dit mais vous avez démarré la démission-reconversion, bah non, en fait, non. Et je sais pas si soit ils y ont pas pensé, soit ils pensent que c'est pas important. Mais moi, je trouve ça hallucinant parce que pour moi, c'est la base du projet. Et de dire qu'on s'assoit sur potentiellement 1 an et demi de salaire, d'une certaine manière pris en charge par la collectivité, c'est la base de la base. Et ne pas faire ça, en fait, pour moi, c'est un manque de
c'est un manque, d'une certaine manière, c'est un manque de Sérieux. sérieux dans la construction du projet. Après, bon, je le fais un peu dans le désordre, mais aller voir une banque ou plusieurs banques, je pense que sur tous les projets, il faut ouvrir le nombre de banques à aller voir, ce qui permet de multiplier vos chances sur les dossiers. Ça, c'est sûr. Ça revient le sujet de est-ce que on prend un courtier ou pas et combien de banques on va voir. Nous, au niveau d'impact local, ce qu'on voit, c'est qu'on a environ 40% des projets qui sont suivis par des courtiers. J'ai aucune action dans quelconque courtier, mais en vrai, c'est tellement chronophage d'aller chercher un financement, et le contexte d'aujourd'hui, il fait que c'est pas si facile que ça d'obtenir des financements, et encore plus quand on est dans des secteurs qui sont avec des clignotants un peu orange, comme la restauration par exemple. Et rien que pour cet argument-là, en fait, ça oblige à ouvrir le panel et à aller voir plusieurs banques, et a priori plutôt de se faire accompagner par une personne qui est experte sur le sujet. Et après, la deuxième raison, c'est que en termes de coût, il n'y a pas que le taux, et d'ailleurs il n'y a pas que le taux ni les assurances. Toutes les conditions de fonctionnement, je sais pas moi, sur des gens qui rentrent dans un secteur d'activité qu'ils connaissent pas, est-ce qu'ils sont faits par exemple des commissions TPE qui sont pratiquées par les banques? Ben pas forcément. Et donc si vous n'êtes pas expert de ça, peut-être la banque elle va vous faire un taux attractif, mais vous allez elle va se rattraper sur les conditions de fonctionnement. Donc évidemment, faut a priori plusieurs banques, et moi je vois plutôt du 4, 5, 6 banques qui sont sollicitées sur les projets pour avoir entre 1 et 3 accords, quoi, et avoir finalement le choix. Et même sur le deuxième projet, si un primo-franchisé crée son premier magasin et dans les 6-8 mois va en ouvrir un deuxième, évidemment qu'on va solliciter la banque qui a financé le premier, c'est tout à fait normal, mais ça n'empêche pas qu'il faut s'arrêter qu'à celle-là. Il faut aller toutes les revoir et faire un deuxième tour de table comme on avait fait sur le premier. C'est hyper important. Et pourquoi aussi aller voir plusieurs intervenants financiers, c'est que derrière, en fonction du plan de financement, des sources d'apport et tout ça, l'idée c'est de compléter le plan de financement si c'est nécessaire par des financements alternatifs à la banque, ce qui va faire diminuer le risque sur la banque parce qu'elle aura moins d'encours à gérer. Voilà. Et ça, c'est vrai que sur le deuxième, généralement, c'est là où il faut aussi bétonner un peu le plan de financement pour dire, voilà, je sais que le premier, il est encore récent, on démarre bien, mais on n'a pas suffisamment de recul. Le deuxième, il arrive très vite. Donc, voilà comment on va vous présenter et quelles sont les sources de financement qu'on a aussi sur le deuxième pour qu'on soit cohérent vis-à-vis de la banque et qu'elle ne prenne pas seule le risque sur le projet. Après, on avait parlé aussi du financement par la société d'exploitation ou par la holding. On est dans 90% des cas, c'est quand même les sociétés d'exploitation qui financent, donc c'est la création de l'activité, sauf s'il y a du rachat de parts. Si on fait de la croissance externe avec du rachat de parts, où ça se fait par le biais de la holding, si vous êtes structuré avec une holding au-dessus. Voilà. Ce qui en vient à la question au point suivant, c'est quelle organisation juridique? Aujourd'hui, on peut voir un peu tout type d'organisation juridique, que ça soit une société d'exploitation par point de vente, que ça soit une holding avec une société d'exploitation par point de vente, ou que ça soit aussi, pour les plus gros, une holding avec une société d'exploitation par enseigne. C'est-à-dire qu'on met sous une structure tous les magasins Vans, tous les magasins Jot, voilà. Et on a une société d'exploitation par marque. Donc ça, c'est vous faire entourer aussi de savoir quelle est l'organisation que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre développement, comment vous l'envisagez,
Et si possible, la mettre au départ, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant. Après, il n'y a pas de schéma bien ou pas bien. Non. Si on veut être lisible, il faut un magasin, une société d'exploitation. Après, des fois, c'est le banquier qui va imposer que plusieurs magasins soient sur la même société d'exploitation parce qu'il y a un magasin qui performe, qu'on finance le deuxième et que le banquier veut se raccrocher à une société d'exploitation qui a déjà une situation financière plus confortable, quoi. Donc les intérêts sont divergents, hein. Les intérêts du banquier ou du financeur sont pas forcément les mêmes que celui de l'entrepreneur. La plupart des cas, enfin quasi tout le temps, il se met en bas juste parce qu'il peut prendre le nantissement du fonds de commerce. Les financeurs se mettent très rarement sur la holding pour financer plusieurs projets parce que il n'y a pas de lien direct avec l'exploitation et que la garantie est plus fragile. Donc, quelles sont les réponses à mener justement par rapport à ces différents points au niveau des financeurs? Donc, la première, c'est l'optimisation du plan de financement. Voilà. Assurer chacune des ouvertures au coup par coup. Dire, ben voilà, sur un montant global d'investissement de 300 000, de faire une bonne répartition entre l'apport personnel, les financements alternatifs et la dette bancaire sollicitée auprès de la banque, de manière à ce que la banque comprenne qu'on a un dossier qui est sérieux, qu'on sait qu'elle ne finance pas tout et qu'on lui demande en termes de financement ce qu'elle est capable de faire. On ne lui demande pas l'impossible. Moi, j'ai eu un exemple avec des entrepreneurs qui étaient avec le groupe Bertrand et qui ont négocié un cluster. En fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est que ils avaient tout bon sur la structuration du projet, leur association, leur complémentarité, la construction du BP, tout était bon. Mais ils ont été voir les banques en leur demandant de financer le cluster, alors que on parlait d'une échéance de temps à 12-18 mois. Donc, en fait, les banquiers, ils savaient pas quoi répondre. Donc, ils ont perdu beaucoup de temps et ils ont considéré que justement, ils pouvaient avoir une répartition des apports purement égalitaire. Donc, je sais pas, ils avaient 300 000, ils disaient on met 100 sur le premier, 100 sur le deuxième, 100 sur le troisième. Mais c'est évident que le premier, il allait être plus dur à financer. Donc, au final, ils ont perdu 6 mois. Au final, plutôt que de mettre 100, ils ont dû mettre les 200. Donc, ça les frustre parce qu'ils disent on n'a plus que 100 pour faire les prochains. Oui, mais les prochains, à partir du moment où ils surperforment sur le premier, et c'est le cas en plus, les banquiers seront plus coulants sur le financement des autres et ils pourront aussi utiliser une partie seulement de la trésorerie qui est générée par le premier. Donc, ce ne sera pas forcément que de la new money. Donc, s'ils ont perdu du temps, c'est peut-être plus par une forme, pas d'entêtement, mais de se dire ça va être facile et on y va, notre projet est bon et donc il n'y a pas de raison que les banquiers nous suivent. Enfin, c'est pas finalement fait aussi facilement que ça. Actuellement, j'ai un dossier où la personne elle achète 2 fonds de commerce en même temps sur une reconversion. Ben, c'est pas évident à faire passer en banque parce que le banquier ne comprend pas pourquoi il en fait 2 en une fois. Alors qu'il pourrait en faire un d'abord et l'autre après. Et parallèlement à ça, j'ai un autre dossier où le client, il a 2 points de vente en vue. On a fait valider le premier, on a eu l'accord bancaire. Et le deuxième, il va arriver 6 à 8 mois après. Mais on a commencé à parler au banquier en disant qu'il y avait un projet de développement de 2 points de vente. Mais on a d'abord validé le premier. Voilà. C'est deux visions. Et ce qu'on veut dire, c'est que vraiment assurer, au moins en assurer un plutôt que de ne rien faire du tout. C'est quand même hyper important. On finit sur cette slide-là, sur démontrer très rapidement la capacité de gestion du dirigeant. En fait, c'est très simple. C'est que la base de la base, c'est une compta en mensuel, c'est des tableaux de bord dans lesquels on arrive
dès l'ouverture, à avoir un pilotage précis du point de vente et des indicateurs de performance. Et ça c'est déjà se mettre dans la peau d'un futur multi ou pluri franchisé. Et franchement, ça coûte pas si cher que ça. C'est ce qui allait venir là-dessus. C'est vrai qu'au début, on essaie de faire des économies un peu sur tout, mais de demander à son expert comptable d'avoir une compta tenue mensuellement, d'avoir des tableaux de bord, éventuellement d'avoir des situations, peut-être au trimestre ou au semestre, oui, ça va coûter plus cher auprès de l'expert comptable, mais quand même, ça va vous mettre dans des conditions de gestion et ça va montrer aussi aux partenaires que vous êtes hyper rigoureux là-dessus. Et ça, en termes d'image, c'est vachement rassurant. Parce que si on attend le premier bilan, on va l'avoir 18 mois après. Donc, ça va être compliqué de donner des chiffres aux financeurs. Rester sur la même enseigne, bien évidemment, c'est une question de cohérence, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens, parce qu'on est dirigeant d'entreprise, on va faire un Burger King, on va faire du textile, on va faire du service. Non, on reste au démarrage sur une enseigne qu'on apprend à maîtriser et qu'on se veut de maîtriser jusqu'au bout pour pouvoir la développer après derrière. Jérôme, il faut qu'on avance, il est déjà 13h10. Ouais. Alors, je te laisse sur les multipluris. En fait, les multipluris, donc on est supposé avoir des gens qui ont déjà une certaine expérience et un certain bagage. Donc, on peut aller directement droit au but. Et quand on va dans les chiffres, la base, c'est déjà que les chiffres existent. Et franchement, on a 75%, non, 75%, j'exagère un peu, mais au moins la moitié du projet qui tient à la qualité de l'information financière qu'on a en face. Est-ce qu'on a des comptes consolidés? Est-ce qu'on a des comptes qui ne sont pas consolidés au sens juridique du terme, mais additionnés? Est-ce qu'on a des tableaux de bord précis? Est-ce qu'en fait, il suffit qu'on appuie sur un bouton et on sait qu'on a une vision précise de la performance de chaque point de vente? Où sont les dettes? Où est la politique? Quelles sont la politique de management fees? Quelle est la politique de rémunération des dirigeants? Où est le cash? Où va le cash, en fait? Quel point de vente dégage du cash? Quel point de vente en absorbe? Et quand on a une discussion claire et transparente sur ces sujets-là, en fait, on a tout compris. Déjà, on a tout compris sur la situation financière du groupe. Et de deux, on a tout compris sur la stratégie de l'entrepreneur, stratégie opérationnelle, c'est-à-dire qui dirige, comment le groupe est organisé en termes opérationnellement parlant. Quelles sont les personnes clés? Quelles sont les personnes clés par point de vente sur la partie aussi gestion administrative. Exactement. Voilà, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui fait le lien avec l'expert comptable, qui est capable de fournir des chiffres à jour précis? Voilà, toute cette organisation, même si elle paraît évidente, c'est toujours quand même mieux d'en parler et de le mettre en avant parce que c'est pas toujours le cas et c'est dommage. Et c'est surtout parce que au-delà du projet qu'on est censé financer, qui va être le 2e, 3e, 5e ou 10e de l'entrepreneur, souvent dans un groupe avec une holding qui détient toutes les sociétés d'exploitation en dessous en râteau, en fait, on cherche juste à identifier quels sont les maillons faibles et quelles sont les structures qui sont susceptibles de déséquilibrer le groupe. Et en fait, on doit retrouver, d'une certaine manière, quand on identifie la rentabilité d'un groupe, on doit retrouver la trésorerie qui va avec. Quand elle n'est pas là, c'est qu'elle est bien partie quelque part. Soit elle est partie dans de l'autofinancement, d'investissements divers et variés, soit elle est partie en rémunération, soit elle est partie en perte dans une structure, soit elle a servi à financer un projet immobilier via une SCI qui était reliée au groupe. Mais en fait, on flèche, c'est presque obsessionnel, hein, mais on flèche le cash. Où est le cash et ça dit,
ça dit exactement quelle est la performance du groupe et ça colle avec le discours de l'entrepreneur surtout. On a eu avec Jérôme un entretien hier avec un multi-franchisé dans la boulangerie. On met pas 1 heure à faire le panorama de la situation financière du groupe. Mais pour ça, il faut que l'entrepreneur il ait tous les documents financiers à sa disposition. Donc, quand je lui dis, moi, il me faut les comptes courants à telle date entre holding et entrepreneur, il me faut les tableaux de bord au mois le mois avec la comparaison avec N-1. Après, j'ai pas besoin d'attendre des situations intermédiaires ou des comptes annuels. Je sais exactement avec la compta analytique quelle est la situation du groupe, quelle est sa performance quasi en temps réel, quoi. Allez, on continue. Donc, même chose sur les outils déjà en place. Bien structurer les plans de financement, aussi en tenant compte des limites qu'il peut y avoir auprès des financeurs. Hein. Des fois, il y a certaines banques qui préfèrent ne pas faire un dossier et partager le risque avec d'autres banques plutôt que de supporter le risque sur le même client. Si possible, ça c'est l'idéal, mais c'est très difficile à mettre en place, c'est négocier des enveloppes pour financer le développement. Quand vous présentez le bilan à vos partenaires bancaires, c'est de leur dire, voilà, j'ai tel projet, je vais avoir tant de CAPEX, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur ça et faire un split entre les différents partenaires qui vous accompagnent. Aussi, Jérôme, je fais une aparté sur sur les points 1 et 2. Les cas que j'ai eu récemment, mais que j'ai tout le temps en fait, c'est sur les extensions de groupe. C'est l'apport, combien est en new money, donc combien est en nouvel apport hors groupe et combien est l'utilisation de la trésorerie du groupe. Et si qu'on soit à 0% ou à 100%, déjà c'est pas la même chose. Et ensuite, même si on est à 100%, si le groupe a une trésorerie de 500 000 euros et qu'on en prend 150 pour faire un projet, c'est pas la même chose que si la trésorerie du groupe était de 150 et qu'on fonctionne tout et qu'on laisse plus aucune marge de manœuvre. Il n'y a pas de religion là-dessus, mais le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est encore une fois, il faut pas déséquilibrer, faut pas mettre en danger le reste du groupe en ponctionnant à l'excès le groupe existant pour financer un nouveau projet. Tout est une histoire d'équilibre. Après, on a mis ce point-là, comment utiliser les actifs du groupe actuel qui peuvent servir d'apport, parce que Sylvain a eu un cas d'une opération d'OBO qui était faite pour justement remonter des titres dans une holding avec une partie en apport et une partie en cash donc qui était levée par de la dette, et ces fonds perçus servaient du coup d'apport dans un nouveau projet. En fait, je trouvais ça juste intéressant de le mentionner. Pourquoi ? Parce que c'est un entrepreneur qui a des Darty et des Sport 2000. Et en fait, il a fait les OBO, les banquiers détestent ça parce que c'est considéré comme du cash out. Donc finalement, c'est une dette qui est stérile et qui sert à entre guillemets en tout cas, c'est perçu comme un enrichissement du dirigeant. Mais quand l'OBO il est fait de manière raisonnable, c'est-à-dire que finalement on crée une holding au-dessus, on remonte la plupart des actions en titre et que la part en cash est finalement très faible par rapport à la valeur du groupe, on arrive quand même à dégager 3, 4, 500 000 euros sur peut-être une valeur de groupe, je vais dire des chiffres au hasard, de peut-être 1,5 million ou 2 millions. Donc c'est aisément remboursable par le groupe existant. Et ensuite, quand il y a un nouveau projet, en fait, cet argent-là, il peut être réinvesti par l'entrepreneur en apport. Donc le banquier, il est content parce que finalement, c'est le banquier qui va financer le nouveau projet. Il peut afficher dans son plan de financement que l'apport est un apport externe. Et ça marche parce que l'entrepreneur, il a renvoyé l'image à ses banquiers que finalement, il n'allait pas utiliser l'OBO pour s'acheter un bateau, quoi.
il allait finalement utiliser cet argent-là pour le réinvestir dans son groupe. Voilà. Et ça, en termes d'image, c'est bien perçu par les banques. Réfléchir à de nouveaux partenaires au capital, l'idée c'était d'expliquer que dans un développement important, ben, il est possible de faire entrer de nouvelles personnes au capital, peut-être des salariés qui bossent avec nous depuis très longtemps. Ça permet de les fidéliser, de les valoriser. Après, il peut y avoir aussi sur certaines opérations des investisseurs locaux, des personnes qui souhaitent participer à un gros projet localement. Et puis après, oui, il y a tout ce qui peut être investisseurs purement financiers, qui sont les fonds d'investissement, les sociétés de dette obligataire ou autres. Les salariés managers, je l'ai vu plusieurs fois récemment, et honnêtement, après c'est un avis purement personnel, hein, mais je trouve ça très vertueux. C'est-à-dire qu'un entrepreneur multi-plurifranchisé, il associe un de ses superviseurs ou un de ses directeurs sur un point de vente d'une certaine manière pour le récompenser de sa fidélité et lui permettre de construire en partie un bout de patrimoine. Ça renforce en plus le fait que cet associé il va se défoncer d'autant plus pour la réussite de ce projet-là. C'est pas tant pour l'argent que ça apporte, parce qu'en général, c'est pas des gens qui sont fortunés, mais vu du financeur, en fait, on se dit que le point de vente, il sera dans de bonnes mains. Parce que souvent, en fait, les multifranchisés, multi ou plurifranchisés, plus le groupe est gros, plus en fait, on va avoir un peu le raccourci ou le préjugé de dire que les ratios, ils seront moins bien tenus parce que finalement, le groupe est suivi de plus loin, comme si c'était presque une succursale. Et donc, on peut avoir la tentation pas de reprocher, mais de se poser la question de savoir si la performance opérationnelle elle va être au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de points de vente à suivre. Et quand on a ces configurations-là, c'est très réconfortant pour les financeurs, je trouve. Après, on a mis un peu sur la hiérarchisation des besoins de financement. L'objectif, c'est d'expliquer comment on peut s'organiser dans du développement en allant, c'est sûr, de l'apport des associés, la dette bancaire, bien évidemment, mais à un moment donné, des fois, ça peut bloquer au niveau de la dette bancaire. Donc, quelles sont les solutions qu'il peut y avoir? Alors, oui, les financements participatifs qui restent de la dette. Après, il y a la dette obligataire qui est un peu plus chère que la dette bancaire, mais qui permet de quand même rester 100% maître du capital et qui permet de financer le développement. Et après, on va dire l'ultime, c'est l'ouverture de capital avec des prises de participation, avoir des actionnaires financiers et autres. Voilà. Mais juste Jérôme, avant ça, entre les deux, il y a BPI aussi. BPI, sur les sujets de croissance externe, ils peuvent aussi intervenir en financement. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est de la dette sur 7 ans, qu'il y a des différés d'amortissement en capital. Et encore une fois, le but, c'est toujours le même. Et c'est le même d'ailleurs que nous, on a avec Impact. Hein. C'est qu'il faut trouver la solution pour que les banques acceptent de financer le projet. Donc, il faut que l'intervention en risque de la banque, elle soit suffisamment modérée pour qu'elle accepte à un moment donné d'empiler les encours. Et au-delà aussi de la dette moyen terme, j'ai vu aussi sur des projets les dettes court terme pour financer toute la partie stock. Donc des billets de campagne pour financer le stock magasin. C'est des outils qui peuvent permettre d'alléger le montant de la dette bancaire qui elle est sur 7 ans. Et encore une fois, on peut ventiler l'endettement d'un point de vente de différentes manières. Et comme le rappelait du coup Jérôme, l'obligation, c'est typiquement nous ce qu'on fait avec Impact, on est entre les deux, on est entre la dette et on est dans le capital. Les multipluries qui venaient nous voir effectivement, qui se disent en fait vous Impact, ce que vous faites c'est bien parce que ça m'évite d'ouvrir le capital.
En fait, c'est aussi basique que ça. Hein. Ils veulent pas ouvrir le capital parce qu'ils veulent pas que, ils veulent pas soit qu'un fonds au sens strict du terme et toute l'ingérence qui va derrière les crispes sur leur manière de gérer le groupe, et ils veulent pas, au moins quand c'est une obligation ou quand c'est une dette, vous savez à combien vous rentrez, vous savez à combien ça vous sortez, il y a un taux. Donc quand c'est quelqu'un qui rentre au capital, c'est plus tout à fait la même chose. Vous sortez sur une valeur de groupe, donc le montant à laquelle vous allez sortir, c'est le montant que ça vaudra au moment où il y aura la sortie. Donc c'est pas tout à fait la même réflexion. Voilà, on a terminé. Non. Bon, le cas échéant, de toute façon, une fois que vous aurez la présentation, vous aurez les coordonnées de Jérôme et les miennes si vous aviez des questions ou des situations particulières qui font que on s'en parle en fait plus tard et qui feront le lien ou le prolongement de la présentation. Donc, vous n'hésitez pas. Marie-Christine, tu veux rajouter quelque chose Non, vous allez recevoir un mail et comme vient de le dire Sylvain, on reviendra vers vous avec l'enregistrement du webinaire. Voilà. Et après, on est à votre disposition, bien entendu. Voilà. Mais merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.